Donc, on a pas mal de gazouillettes dans l'atelier aujourd'hui. Donc, chez Gazouillis, on est conscient que vous avez, en tant que pro de la petite enfance, un impact majeur sur le développement de l'enfant et on a à cœur de valoriser, enfin de contribuer à valoriser en tout cas votre engagement dans la petite enfance. Et pour ça, en quelques mots, hein, historiquement, Gazouillis, c'est des formations qualifiantes, reconnues, financées par l'État. C'est toujours le cas également, hein. Toujours en lien avec le développement de sa pratique, avec les jeunes enfants, ou faciliter votre métier au quotidien. Et aujourd'hui, on est surtout accompagnateur VAE. J'imagine qu'il y a quelques candidates qui sont dans l'atelier aujourd'hui. Donc, on est accompagnateur VAE pour vous aider à obtenir le CAP-AEPE, le diplôme d'auxiliaire de puériculture ou devenir JE. Grâce à votre expérience, c'est le principe de la VAE. On ne repasse pas par les bancs de l'école et ça nous rend d'autant plus fiers que ça reste une super voie, une voie en or pour valoriser votre rôle dans la petite enfance. Et enfin, Gazouille, c'est aussi et avant tout une communauté de pros de la petite enfance, active, passionnée et dédiée à l'entraide entre pros, des pros de la petite enfance qu'on retrouve notamment dans ces ateliers toutes les semaines. Donc on est ravis de vous retrouver si nombreuses et nombreux. 164 personnes, ça rentre encore un tout petit peu, mais on va pouvoir lancer l'atelier. Si nos formations vous intéressent ou si vous avez un projet de diplôme, on va vous partager dans le chat un petit formulaire pour recevoir toutes les infos sur notre accompagnement. Ça ne vous fera pas quitter l'atelier. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Julie, Sarah, moi-même aussi, on se met dans le chat, on est dispo pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas. L'idée, c'est que l'atelier il vous apporte un maximum de valeur, répondre à vos éventuelles questions. Donc n'hésitez pas dans le chat, même si on est nombreux, donc on aura peut-être un petit délai de réponse. Sans plus attendre, Marie, je te laisse prendre le relais. Merci beaucoup Étienne. Bon alors je vous ai, reproposé une petite présentation pour celles qui viennent d'arriver. Moi je suis Marie-Lyle, je suis éducatrice de jeunes enfants. J'ai travaillé pendant 17 ans, en crèche. Donc au début j'étais auxiliaire de puériculture, donc vraiment, métier de terrain et après je suis passée, éducatrice, donc plus dans la prévention et le management et je suis passée par le biais de la VAE. Je suis très fière de ce parcours et aujourd'hui, bah, j'accompagne, des personnes à obtenir des diplômes grâce à la VAE avec Gazouillis. Mais je me suis reconvertie, hein. J'ai quitté les crèches il y a maintenant quelques années pour vraiment être dans une posture d'accompagnante. Donc, je suis coach parentale. Je me suis formée pendant 3 ans à l'école d'Isabelle Filiosa. Donc, j'accompagne les parents sur toutes les problématiques qu'ils peuvent avoir avec leurs enfants, de 0 à 18 ans. Et j'accompagne sur toute la France parce que je travaille de chez moi en visio. Et je suis aussi praticienne EMDR, donc c'est pour le stress post-traumatique. Et pareil, je le fais en visio pour les adultes, mais je peux me déplacer à domicile pour les enfants sur Paris. Et avec Gazouillis, eh bien, j'anime des ateliers comme celui d'aujourd'hui. Je corrigeais des évaluations sur les formations et j'accompagne certaines candidates. Là, j'ai eu pas mal de candidates qui ont passé le CAP AEPE et qui l'ont eu, donc bravo à elles. Et là, j'accompagne plusieurs futures auxiliaires de puériculture. Si elles sont là, je les salue. Et celles qui ont envie de s'inscrire, ben, n'hésitez pas parce que c'est une super communauté avec bah, des personnes passionnées. Enfin, vous allez le voir, je suis passionnée. Voilà, et aussi, je fais des ateliers avec les parents. Donc voilà pour moi et des analyses de pratique en crèche. Je ne vous ai pas tout dit. Maintenant, on va passer au sujet qui vous intéresse, la motricité libre. On en entend beaucoup parler, hein, de la motricité libre, de laisser l'enfant explorer librement, mais on ne sait pas trop d'où ça vient. Donc l'objectif de vraiment cet atelier, ça va être de vous parler de la pédagogie de Picler. Donc déjà, on va définir la motricité libre. Ensuite, je vais vous parler de Amy Picler, donc celle qui a inventé la motricité libre. On va parler brièvement des étapes phares avant la marche, même si je me doute que vous les connaissez déjà, mais voilà, on fait toujours une petite piqûre de rappel. Comment proposer un espace au sol qui va être adapté et qui va permettre au bébé de développer toutes ses capacités motrices. On va parler du fait d'asseoir son bébé alors qu'il n'a pas encore acquis cette position. Donc, quels sont les risques? Parce que tout le monde sait que ce n'est pas conseillé, mais on ne sait pas forcément pourquoi. On parle de retard, mais voilà, on n'a pas forcément toujours les bons. Ah, Marie, je pense que tu as coupé ton micro.
Ah oui, pardon, je ne sais pas comment j'ai fait. Bah, je sais pas. Ça fait longtemps ou je recommence? J'en étais Ça où? fait 20 secondes, je pense. 20 secondes. Donc j'étais sur le créer un espace au sol, je pense, j'imagine. Oui. Ok, bon bah merci beaucoup. J'ai pas fait exprès, je ne me suis pas rendu compte. Ce n'est pas la langue des signes, hein, je continue sur la motricité. Donc, on va parler de comment créer un espace au sol adapté pour que l'enfant puisse se développer harmonieusement. On va parler aussi de mettre son bébé dans une position qu'il n'a pas encore acquis, donc la position assise. Malheureusement, on voit encore beaucoup de bébés assis alors qu'ils ne savent pas le faire par eux-mêmes. On sait que c'est pas bon, mais on ne sait pas trop expliquer pourquoi. Donc là, on va en parler plus en détail. On va voir comment favoriser la mobilité de l'enfant et on parlera du matériel Piclair et de la posture de l'adulte. Alors, c'est parti pour cet atelier. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la motricité libre? Donc, c'est laisser à l'enfant la possibilité de découvrir son corps et d'explorer toutes ses capacités en autonomie. La motricité libre, c'est aussi ne pas mettre l'enfant dans une position qu'il n'a pas acquis par lui-même et dont il ne pourra pas sortir ou se défaire de manière autonome. Donc, par exemple, ne pas asseoir un bébé tant qu'il ne sait pas s'asseoir, ne pas le mettre en haut d'un toboggan, ne pas le mettre sur un trotteur, ne pas lui donner les mains pour lui apprendre à marcher. Voilà, tout ce qui va ne pas être dans les étapes dites naturelles. Donc, on va laisser l'enfant passer d'une étape à l'autre quand il le veut et comment il le veut. Donc, l'objectif vraiment pour la motricité libre, ça va être d'observer l'enfant et d'intervenir le moins possible. Donc, laisser l'enfant aller à son rythme, ça va lui permettre de développer son autonomie et aussi sa confiance en lui. Et on va voir cette liberté, ce qu'elle va permettre à l'enfant. Donc, cette liberté de mouvement, elle permet déjà en premier lieu une aisance corporelle. Parce que l'enfant, plus il va bouger librement, plus il va être agile, il va avoir des mouvements précis et il va découvrir toutes ses capacités, tout son potentiel. Et il va connaître ses possibilités et aussi commencer à comprendre et connaître ses limites. Donc, ça va lui donner plus d'aisance pour pouvoir se développer. Ça va lui permettre aussi de pouvoir évaluer les risques et trouver des solutions adaptées aux imprévus ou aux petites situations, on va dire, plus dangereuses. Si l'enfant il n'est pas assujetti à l'adulte, qu'il est libre, il fait alors l'expérience de ses capacités et il va construire ses compétences. Donc, plus on va le laisser prendre des initiatives, plus l'enfant va se responsabiliser. Donc, c'est lui qui va se freiner, observer, tâtonner et y aller petit à petit, plutôt qu'un enfant qu'on va plus contraindre et qu'on va plus maintenir, dès qu'il va se sentir libre, il va y aller d'un coup et c'est là où il va se mettre en danger. Donc, plus l'enfant est dans cette liberté, plus il va pouvoir évaluer les risques et s'adapter. Ça va permettre aussi à l'enfant, cette liberté de mouvement, une curiosité quasi scientifique. On le sait, les enfants, ce sont des vrais petits experts, des explorateurs. Plus vous leur donnez d'éléments différents, de jouets, un environnement avec plein de choses différentes, plus l'enfant va essayer, manipuler, tester, déplacer, tirer, pousser. En fait, l'enfant est un vrai petit déménageur, un explorateur. Donc, plus il va être libre de ses mouvements, plus il va pouvoir développer ses observations, ses découvertes et s'enrichir, comprendre comment fonctionne le monde et vraiment développer tout le développement global. Il n'y aura pas que la motricité, mais il y aura aussi tout le développement langagier, cognitif, parce qu'en fait, en découvrant, en manipulant, et bien, en fait, il va faire du lien entre les choses qui l'entourent. Et cette liberté de mouvement, elle va aussi permettre à l'enfant d'acquérir une bonne image de lui-même et de sa propre efficacité. Donc, en fait, l'enfant, il va essayer, tester et au bout d'un moment, réussir. Hein. Comme pour la marche, on voit bien qu'au bout d'un moment, l'enfant arrive à marcher. C'est pareil pour tous les mouvements. Si on le laisse tester, il va rouler, il va se mettre à quatre pattes et il va se dire, je suis capable, c'est possible, je peux le faire, j'y arrive. Et du coup, ça va lui donner confiance en lui et confiance en ses capacités. Donc là, j'espère vous avoir convaincu que la liberté de mouvement, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel et, et de très naturel qui est important pour chaque petit bébé. Alors maintenant, on va parler de Amy Piclair. Qui est cette dame?
Donc c'est une médecin, une pédiatre, hongroise. Donc elle est née dans les années 1900 et elle s'est spécialisée dans la pédiatrie dans les années 30. Et en fait, elle est devenue médecin de famille à Budapest. Donc elle a, rencontré énormément de familles. Et en fait, elle a fait beaucoup de constats, notamment que, les parents intervenaient beaucoup, dans le développement moteur des enfants et que, les parents disaient des fois que l'enfant était un peu, alors je vous dis maladroit parce que c'est pas forcément les dires des parents, mais qu'on va penser que l'enfant est maladroit, que la maladresse des petits, ça vient du fait, qu'ils savent pas faire. Alors qu'en fait la maladresse, c'est souvent causée par les interventions des adultes. Parce qu'en fait, quand un adulte va intervenir sur le développement moteur de l'enfant, l'enfant va se crisper parce qu'en fait, on va le prendre et on va le mettre dans une position qui est pas ergonomique. Donc en fait, c'est les crispations musculaires de l'enfant et de lui imposer des positions qui sont inconfortables qui va faire que l'enfant va se blesser ou ne va pas se développer de manière harmonieuse. Donc Amy Pickler, elle encourage vraiment la liberté de mouvement. Et du coup, dans les années 50, elle va prendre, la direction d'une pouponnière à Budapest qui s'appelle Logzi. Donc on entend souvent parler de la pédagogie Pickler-Logzi. Donc Pickler, c'est son nom de famille et Logzi, le nom de la pouponnière. Et dans cette pouponnière, elle va accueillir, beaucoup d'enfants, qui sont en difficulté. Donc c'est des petits orphelins ou c'est des enfants qui ont des petits poids ou des enfants porteurs de handicap. Et en fait, elle va créer vraiment un espace de soins et une pédagogie, elle va créer une approche, on appelle la pédagogie Pickler, inspirée de ses connaissances, parce qu'elle a fait beaucoup de recherches scientifiques, comme c'est un médecin pédiatre. Elle s'est inspirée notamment des recherches de René Split sur l'hospitalisme, donc des enfants laissés à l'abandon dans des centres hospitaliers. Et aussi, elle s'est inspirée de son expérience, parce qu'elle a rencontré énormément de familles. Et donc, du coup, elle a proposé sa pédagogie centrée sur le respect du rythme et le développement naturel de l'enfant. Et je vais vous expliquer plus en détail ces principes de base. Donc, le principe de la motricité selon Amy Pickler. Ah, je vois qu'il y a un micro qui est ouvert. Est-ce que vous pouvez faire attention pour éteindre vos micros, s'il vous plaît? Je vous laisse regarder l'équipe, je continue. Alors, cette approche, elle met l'accent, sur plusieurs principes de base. Donc c'est déjà, première chose, je pense que vous l'avez compris, la liberté de mouvement. Donc laisser l'enfant en autonomie, mais toujours veiller à sa sécurité physique. Respecter le corps de l'enfant, donc que l'enfant est vraiment il baigne dans un bien-être corporel, que son corps soit respecté, que son individualité soit respectée et qu'on lui donne confiance dans ses compétences. Et pour cela, Amy Pickler, elle a parlé qu'il était indispensable de mettre en place une relation affective privilégiée entre l'éducateur et l'enfant. Donc, elle va parler beaucoup dans sa pédagogie de la qualité des soins et de la relation. Et c'est pour ça qu'elle a créé plein de choses pour accompagner l'enfant au mieux. Donc, elle a, par exemple, créé le système de référence. Ce n'est qu'une seule soignante, donc dans l'Institut Pickler, on les appelle les nurses, qui s'occupe de l'enfant. On limite le nombre de soignants et on va faire que les enfants qui sont accueillis, parce qu'ils sont là pour des plus ou moins longs séjours, soient accueillis dans le même groupe d'enfants. Comme ce qu'on voit actuellement dans les structures. En général, les enfants, ils ne sont pas accueillis le matin, ils vont dans n'importe quelle section. Ils ont leur section avec les personnes de référence. Donc ça, c'était elle était précurseur déjà à l'époque parce qu'elle a déjà amené ça, la référence et des enfants qui sont ensemble dans le même groupe. Et elle a aménagé aussi ces unités de soins pour que les enfants puissent avoir un contact visuel ou auditif en permanence sur les nurses, donc pour qu'ils aient cette sécurité. Et lorsqu'on lui a on lui a confié la création de son institut, Amy Pickler, elle avait pour projet d'offrir aux enfants les mêmes conditions qu'ils pouvaient avoir dans leur famille. L'objectif pour elle, c'était de soigner ses enfants et de leur apporter le meilleur au niveau de leur développement, mais qu'ils puissent aussi développer leur personnalité et leur confiance en eux. Et c'est pour ça qu'elle était vraiment précurseur. Et elle avait en plus le souci de ne pas donner l'illusion aux enfants que les personnes qui s'occupaient d'elle étaient leurs parents. Parce que l'objectif, c'était quand même que ces enfants puissent retourner chez eux ou être adoptés. Donc, il fallait quand même être bienveillant, mais avec une certaine distance.
Et du coup, là, je vais vous parler plus en détail de la relation affective privilégiée que devaient créer les nurses chez Amy Pickler, enfin chez Logsy. Donc, la relation autour du soin de l'enfant. Alors, il y avait deux postures qui étaient bien distinctes. Il y avait une posture pendant les activités et une posture pendant les soins. La posture pendant les activités, c'était de la distance. La nurse était là pour aménager l'espace, proposer des jeux, mais rester dans une posture d'observation. L'enfant savait et jouait librement, savait à quoi il avait envie de jouer et comment il avait envie de jouer. Donc la posture, c'était je suis distante, j'observe, mais j'interviens s'il y a un danger. Et par contre, pendant le soin, c'était tout l'inverse. Une relation était beaucoup plus poussée et individualisée autour des soins. En fait, la nurse, elle prend son temps et elle n'interrompt jamais le soin, même si elle a d'autres enfants, des collègues autour. Elle va répondre, mais dire, bah là, je finis le soin avec Gabriel et je viens après. Donc, vraiment, elle était concentrée sur l'enfant et elle effectuait des gestes très doux et toujours en expliquant toutes les étapes du soin à haute voix à l'enfant et en partageant et en étant dans un dialogue avec l'enfant. Donc elle explique ce qu'elle va faire en utilisant les gestes spontanés et elle va inviter l'enfant aussi à collaborer. Donc le but, ça va être de vraiment développer une coopération active et que ces temps soient des temps de rencontres individuelles qui soient enrichissants pour l'enfant et qu'il ait envie d'apprendre et qu'on prenne soin de lui pendant ces moments de soins. Donc là, je vais vous proposer une petite vidéo d'une petite fille qui est en train d'apprendre la continence de la propreté selon les méthodes de Pickler. Donc, on va lancer la vidéo, elle dure quelques minutes. Igen, én raktam még. Készítjük, gyere szálljon a WC-ről most már, jó? Gyere itt vállal. Majd legközelebb sikerül is. Hát ez most nem sikerül. Megpróbálkoztál vele, de nem sikerül. Mit szólsz ehhez a nyuszikás pelenkához? A másiktól. Melyiket? Hát neked ez a nagy pelenka kell. Csak ebből tudsz választani, ezek meg mindegy formák. Nem a bolytárca. A Borinak a pelenkája nem ér össze a te pocakodon, tudod? Neked ilyen nagy pocakod. Melyik a Bori ebből a pillangosból szokott, de ez kicsi, látod? Ez jóval kisebb, és neked olyan nagy pocakod van így ebéd után, meg főleg, hogy csak ezt tudom rád adni, jó? Amikor kicsibe tartottam, Tessék, attól tudom. hogy hogyan? Úgyhogy kicsibetem a potát. Hogyha kicsi lesz neked a pocakod, akkor hát szerintem olyan kicsi neked már nem lesz a pocakod, hogy neked a másik pelenka kényelmes legyen. Annyira kicsi nem lesz már. Mindig nagyobb leszel. Meg hát te már WC-re is szoktál ülni. Nem? Előbb-utóbb még a pelenka is majd le fog kerülni rólad. A bugypenkát. Bugyi pelenkát anya szokott otthon adni rád, igen. Néha mi is szoktunk adni, de az nem valami kényelmes. De tényleg. Hát a miénk nem olyan jó, mindig mellé pisélsz belőle. Van anya otthon másik pelenkát szokott neked adni. Mi ilyet adunk. Piandó. Igen. Pillangót láttál? Igen. Húzd fel a nadrágodat. Van a másik szána. Hol van a másik? A pillangó másik szárnya? Hát talán nem nyitotta ki a pillangó a szárnyát, azért nem látjuk. Oda megyünk át a hátul. Hát, majd megnézheted, jó? Csak most szeretném. Et voilà, ah pardon, je vous ai remonté, hop. Donc, on voit bien dans cette vidéo que l'éducatrice prend le temps,
elle parle beaucoup de ce qui va se passer pour la petite fille dans l'acquisition de la propreté, dans son autonomie. Donc là, on la voit pas forcément décrire tous les gestes, mais elle met le petit pantalon, elle l'invite parce que là, c'est une petite fille, bien qui a voilà 2 ans et demi, 3 ans, donc qui a l'habitude des soins et qui participe activement. Et on voit toute cette bienveillance dans son discours qui est vraiment à pas lui rappeler le cadre, mais à passer un moment agréable où l'enfant et l'adulte sont dans une relation de confiance. Donc attention, ça c'est vraiment la priorité, ne pas faire des gestes rapides, sans mots. Éviter les changes de couches à la chaîne. En fait, les soins font partie des rares moments où on est vraiment dans une relation individuelle avec l'enfant. Donc, plus on va s'occuper intégralement de l'enfant, prendre le temps de respecter son corps et plus on va créer cette relation de confiance qui va permettre à l'enfant de se développer. Donc ça, c'est vraiment toute la base de la pédagogie de l'OGSI, d'Émile Picler, d'une relation privilégiée entre l'adulte et l'enfant pendant le soin. Pendant ses observations, elle avait noté, Émile Picler, donc ça c'était avant d'être directrice, de l'OGSI, que, les enfants qui venaient aux urgences pour des fractures et bien, ils venaient plus fréquemment de familles qui étaient aisées. Parce que les petits, ils étaient plus protégés et ils étaient aussi plus limités dans leurs mouvements. Alors que des familles, avec, des revenus plus précaires ou, quartiers ouvriers, ben, ils étaient plus libres et du coup les enfants avait plus l'occasion d'expérimenter. Donc on voit bien que plus l'enfant est laissé libre, plus il va se faire confiance, il va faire confiance en ses capacités et en son propre jugement. Donc il va être plus vigilant et plus attentif à son environnement parce qu'on lui aura donné la possibilité, de connaître ses limites. Alors, on va revoir brièvement le déroulement du développement moteur autonome. Donc, on va passer par plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'est le bébé est posé sur le dos et il va apprendre petit à petit à se retourner. Il va rouler sur le ventre et après, il va passer du ventre au dos. Donc ça, ces étapes, c'est les premières étapes du développement. Ensuite, le bébé sur le ventre va commencer à faire l'avion. Il va relever les mains et les jambes, prêt au décollage. Et il va aussi muscler son cou et relever sa tête. Donc faire un petit peu la position du phoque. Il va être stable. Et petit à petit, grâce à cette stabilité au niveau de son cou, il va pouvoir petit à petit se mouvoir. Donc au début, il va un peu tourner sur lui-même. Et après, il va commencer à ramper. Il va utiliser la force de ses bras. Et petit à petit, utiliser ses jambes pour pouvoir escalader. Ensuite, le bébé, qui passe de la position allongée à la position assise. Donc là, on voit un bébé qui est allongé sur le ventre et qui va petit à petit se mettre sur le côté. Donc quand, le bébé, il va se caler, en fait, là, il va chercher son équilibre. On voit beaucoup de bébés, hein, qui se calent un peu avec un bras pour commencer à pouvoir jouer avec des objets. Puis nous, adultes, on n'est pas hyper confortable pour eux parce qu'on se dit: «Ah, ils vont avoir des fourmis dans les bras». Mais en fait, c'est très bien de les laisser comme ça parce que c'est eux qui vont se rendre compte que ils peuvent avancer leurs jambes et du coup se stabiliser avec le bras et la jambe. Et c'est comme ça qu'ils vont se rendre compte qu'ils vont pouvoir se mettre assis par eux-mêmes et du coup découvrir la position assise. Ensuite, l'enfant va passer aussi du quatre pattes à la position debout. Et ça, pour se hisser, c'est très bien d'avoir des plans durs, donc d'avoir du matériel à hauteur d'enfant qui est très stable. Pas forcément que des chaises, parce que des fois, il y a des chaises qui sont assez légères ou un bout de canapé qui n'est pas assez stable, donc d'avoir du matériel qui va vraiment permettre aux enfants de se mettre à genoux et de se tenir et petit à petit de se hisser à la force des bras. Donc là, le matériel PICLA que je vais vous présenter à la fin, il aide vraiment les enfants dans cette période pour passer des genoux à la position debout. Et il y a aussi la position debout libre où l'enfant ne se hisse pas. Et là, il va passer par une petite position j'ai appelé ça sumo, hein, mais on voit bien qu'il est en train un peu de faire une position de haka avec des squats. Et petit à petit, il va chercher son équilibre en se stabilisant grâce à ses bras. Et vous voyez les premiers instants vers la marche. Donc, toutes ces étapes, c'est l'enfant qui va déterminer le rythme et pas l'adulte. C'est pour ça que volontairement, je ne vous ai pas mis de tranche d'âge. Un enfant va acquérir la marche avant ses 2 ans. Pas de panique, il va le faire tranquillement. Après, à nous adultes d'être
disponible et de proposer un environnement propice. Donc, c'est ça ce qu'on va voir en deuxième partie d'atelier. Alors, pour que l'enfant puisse se développer harmonieusement, donc lui proposer un espace au sol qui va être adapté. Donc, poser un tapis, un matelas ferme. Durant les mouvements d'éveil, le bébé, il a besoin de pouvoir découvrir son corps et découvrir la possibilité de tous ses mouvements. Quand il est assis sur un tapis, il va développer sa musculature, sa conscience de l'espace, de l'environnement, et plus généralement, il va développer tout son corps. Donc vraiment, pour qu'un enfant passe de la position sur le dos à 4 pattes assis, c'est le tapis, le sol qui est l'espace le mieux recommandé. Tous les équipements type transat, Chupala, ça entrave la mobilité. En fait, les enfants, par exemple, dans Chupala, ne se rendent pas compte du danger. Ou alors, si on les pose dans un transat avec des mobiles, des portiques, en fait, ils vont être surstimulés et ils ne vont pas pouvoir exercer leur mobilité. Donc, par exemple, leur coordination œil-main, parce qu'en fait, tout est à portée des yeux au même endroit. Donc, ils vont juste regarder parce qu'ils vont essayer d'attraper une fois, ils vont se rendre compte que ce n'est pas possible. Et bien, du coup, ça ne leur donne pas envie ni de se mouvoir, ni de découvrir l'espace. Alors qu'un bébé qui est sur un tapis, il n'y a pas meilleur pour qu'il puisse développer toute son agilité. Proposer du matériel en quantité limitée, mais adaptée. Donc proposer des jouets qui vont être sensoriels, des petites plumes, des balles, des petites marionnettes. Là, on voit, il a un petit doudou, un petit livre, avec des matières. Donc tout ce qui va être sensoriel et tactile, ça va être très attirant pour le bébé. Essayez de ne poser les objets ni trop près, ni trop loin. Ni trop près, parce que si tout est à disposition, l'enfant ne va pas trop avoir envie de se mouvoir, et ni trop loin, parce qu'en fait, ça peut le frustrer s'il n'a pas encore la possibilité d'atteindre l'objet et qu'il fait que le regarder, le désirer. Donc, c'est un peu une stratégie, on va dire, marketing, de poser les choses autour de l'enfant. C'est comme, par exemple, quand vous allez faire les magasins, vous regardez la vitrine. Si vous avez tous les vêtements en vitrine, vous n'allez pas avoir envie d'y rentrer. S'il y a quelques vêtements attirants, ça nous donne envie. Et c'est pareil pour le bébé. Pour qu'il ait envie de se déplacer, il faut qu'il ait un petit peu des jeux autour et un petit peu des jeux sympas un peu plus loin. Donc, pas trop de jeux et pas trop de stimulation, mais quand même assez pour que l'enfant ait envie de bouger et d'aller découvrir ce qui se passe à 1 mètre de lui. Alors, positionner l'enfant trop tôt, les risques. Donc, tout le monde le sait que ce n'est pas une position que l'enfant, enfin, si l'enfant n'a pas acquis la position tout seul, il y a des risques pour l'enfant. Il y a un risque parce qu'en fait, il n'est pas capable de sortir de la position. C'est ça vraiment le problème. Et s'il est assis, il ne pourra pas découvrir comment ramper, comment se mettre à 4 pattes, comment être assis. Donc, en fait, des étapes vont lui manquer et il ne pourra pas aller vers la marche comme d'autres bébés qui seront laissés sur le tapis. En fait, le bébé qui va être assis, il va être coincé et il va tenter de se déplacer, premier réflexe, sur les fesses. Et du coup, il va sauter les étapes du 4 pattes. Et les étapes du 4 pattes, elles sont quand même importantes. Parce qu'en fait, ça permet à l'enfant de se coordonner, de se rendre compte qu'avec ses mains, il peut se stabiliser et il peut s'arrêter pour observer, pour voir s'il y a un danger. Donc, ça va lui permettre d'être plus en sécurité s'il a fait du 4 pattes. Et ça va aussi permettre un développement cérébral. Bon, je n'ai pas tous les tenants aboutissants, mais voilà, c'est une étape qui est vraiment importante. Si l'enfant est assis trop tôt, il va se rendre dépendant de l'adulte. Eh bien oui, parce qu'en fait, il a besoin de l'adulte, il ne peut pas sortir ou bouger. Donc, ça lui envoie le message, sans toi, je ne peux pas bouger, je suis coincé. Le dos du bébé est en souffrance parce qu'il prend une position qui est non physiologique. En fait, on met son corps en tension. Le bébé, quand il va être assis alors qu'il n'est pas capable, eh bien, il va se contracter. Donc, il va être comme si nous, on était en position gainage, ce n'est pas du tout confortable. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, on ne peut pas tenir la position gainage. Et bien, en fait, le bébé va se relâcher. Et bien, il y a le risque de chute et culbuto. Ou alors, au bout d'un moment, le bébé va se relâcher et en fait, il va partir en avant. Donc, on voit beaucoup de bébés qui sont assis. Donc, au bout d'un moment, ils sont calés des fois avec des coussins. Puis d'un coup, ils partent en avant et puis ils ont la tête comme ça. Et en fait, ils ne peuvent pas bouger. Donc, ça limite vraiment leur champ d'exploration. Parce qu'en fait, le bébé, il n'est pas en pleine possession de ses moyens. Le bébé, il est assis, donc en fait, il peut attraper un petit peu ce qui est autour de lui, mais s'il attrape un peu trop loin, hop,
risque de culbuto encore. Donc, le bébé, s'il est assis, il ne peut pas apprendre le déséquilibre, la bascule, tout ce qui va être indispensable pour lui pour après faire du quatre pattes et pour pouvoir marcher. Le problème aussi quand on assoit un bébé, c'est qu'il ne fait pas travailler ses jambes. Bah, le bébé, il est coincé. Donc, il ne se rend même pas compte qu'il a un bas des jambes. C'est vers 6 mois que le bébé, souvent, il arrive à attraper ses pieds, qui basculent, qui se retournent, et où là, vraiment, il va commencer après à aller à ramper. Mais si on assoit un bébé à ce moment-là, ben, il ne se rend pas compte qu'il a des jambes, et ben, en fait, ça ne l'intéresse pas. Du coup, il ne va même pas, il va rester vraiment bloqué sur le haut du corps. Donc, c'est vraiment indispensable de le laisser sur le tapis et de stimuler ses petites jambes, de coincer des petits objets entre ses doigts de pied pour que l'enfant puisse faire la bascule et se rendre compte qu'il a un bas du corps pour pouvoir petit à petit aller jusqu'à la marche. Et ça risque d'entraver un développement moteur harmonieux parce qu'il ne sera pas passé par toutes les étapes. Donc, pensez à dire, quand vous voyez un adulte, professionnel ou parent, qui assoit l'enfant alors que l'enfant n'a pas encore acquis cette position, de lui dire que la prochaine étape, c'est quand même de ramper, le quatre pattes et la marche. Et bien, du coup, comment il va apprendre? D'aller questionner la personne. À ton avis, comment il va pouvoir apprendre si tu l'assois? Ça va être retardé. Et ce n'est pas, ça va permettre à l'enfant enfin, ça va empêcher l'enfant d'intégrer et ça le met en difficulté. Alors que l'adulte qui pose l'enfant, c'est pas son idée de mettre en difficulté. Son idée, c'est certainement de l'amener vers l'autonomie. Donc de lui expliquer que ça ne va pas l'aider, et pourquoi. Donc de reprendre un petit peu tous ces points que je viens de vous expliquer, ça va pouvoir, faire, émerger d'autres idées. C'est comme si vous disiez à un parent, si, vous voulez que votre enfant, il apprenne à lire, mais vous ne le laissez pas s'exercer à écrire des lettres ou à lui lire des histoires. Mais il ne peut pas apprendre à lire. Et bah, c'est pareil pour un bébé, il ne peut pas apprendre à marcher s'il ne peut pas s'exercer en roulant, en rampant sur un tapis. C'est bien aussi d'aller questionner le pourquoi. Pourquoi vous l'asseyez? Parce que ça peut être plusieurs choses différentes et du coup, ce ne sera pas la même réponse du professionnel. Il y a des parents, c'est parce qu'ils ont peur qu'ils s'ennuient. Parce que quand on est allongé, ben, ils pensent que le champ, l'environnement est réduit, donc peur de l'ennui. Ça peut être la comparaison, le petit cousin, le frère, la sœur, ou l'envie que l'enfant grandisse plus vite. Donc c'est bien d'aller questionner la peur de pourquoi là, cet adulte assoit cet enfant pour pouvoir mieux y répondre et mieux accompagner en conscience cet adulte et lui donner des informations sur le développement de l'enfant. Alors, maintenant, on va voir comment favoriser la mobilité de l'enfant. Donc, déjà, de libérer les espaces, ranger et offrir un lieu qui va être aéré, qui va être agréable pour que l'enfant il ait envie et puis qu'il ait aussi la possibilité de se déplacer. S'il y a du bazar partout, des jouets partout, et bien en fait, ça ne va pas être facile. Éviter au maximum d'enfermer les bébés. Pensez l'espace pour accueillir les enfants en sécurité. Donc évitez les parcs. L'enfant qui est mis dans un parc, il va perdre en autonomie et il sera obligé de demander à l'adulte pour en sortir. Donc il va rentrer dans une relation de dépendance et de soumission, comme quand on assoit un bébé qui n'est pas capable, il devient dépendant de l'adulte. C'est ce message qu'on lui envoie, ce n'est pas le message « je te fais confiance ». Alors que si on pose l'enfant sur le tapis, on lui envoie le message « vas-y, explore, je te fais confiance ». Le parc, ça restreint la possibilité aussi de découvrir l'environnement et toutes les opportunités d'apprentissage. Donc, plus l'enfant est laissé libre, plus il va découvrir et développer ses capacités. Proposer quelques jouets simples, donc ça, on en a déjà un petit peu parlé, mais éviter qu'il y ait trop de stimulation avec des jeux qui ont plusieurs, on va dire, objectifs. Donc, par exemple, un jeu qui est lumineux, bruyant, ça va beaucoup attirer les bébés et du coup, ils vont se décentrer de ce qu'ils étaient en train de faire. Donc préférez des jouets, avec des matières nobles, donc en bois, des jouets lavables. Mais voilà, s'il y a par exemple un bébé qui est en train de découvrir, un petit objet avec des roues qui fait rouler petit à petit et puis qu'à côté, il y en a un autre qui est un objet très bruyant, l'enfant va délaisser cet objet alors qu'il était peut-être dans une exploration, dans une position de corps, qui allait lui permettre, d'autres choses. Donc pensez bien à proposer des jouets qui sont simples et qui ne vont pas surstimuler les enfants.
Réfléchir au choix des vêtements, donc ça aussi, ne pas hésiter à en parler aux parents, de proposer des vêtements souples et agréables à porter, ne pas hésiter aussi à changer les enfants, hein, quand vous les accueillez, chez vous, si voilà, ils arrivent avec un joli petit jean ou une petite robe, mais que c'est pas du tout pratique pour la mobilité. En fait, se poser la question: pourra-t-il se mouvoir aussi librement que s'il était nu? Et si la réponse est non, eh bien, en fait, il faut le changer. Donc, toutes les petites tenues, les petites combinaisons qui sont des fois très, très mignonnes, mais bon, qui cisaillent un peu la cuisse et qui empêchent à l'enfant d'escalader, de monter, c'est à bannir et il faut préférer des vêtements souples où l'enfant va avoir de l'aisance et où il va pouvoir ressentir son corps. Privilégier les pieds nus, hein, ça favorise un bon équilibre et un bon développement des muscles. Et dès que l'enfant commence à marcher, bah, lui acheter des petites chaussures et essayer de trouver des chaussures les plus souples possibles. Et aussi, ne pas hésiter à s'allonger près du bébé. Surtout, c'est des bébés qui ont été assis, beh, ils peuvent avoir du mal à vouloir rester allongés. Donc, ne pas hésiter, vous, à vous allonger aux côtés du bébé pour voir un petit peu bah, comment vous pourriez aménager l'environnement, qu'est-ce qu'il peut voir, voilà, se mettre à sa place et aussi bah, l'accompagner. Et enfin, on va parler du matériel, donc le matériel Piclair. Donc, je vais vous présenter un peu plus en détail le matériel Piclair. Donc, en premier, le labyrinthe. Donc, c'est des matériaux qui sont en bois et qui sont très stables et très solides, hein, parce que pour accompagner les enfants dans l'acquisition de la motricité, ils ont besoin de sentir que le matériel, il est robuste. Donc, le labyrinthe, eh bien, en fait, ça permet à l'enfant de se cacher, hein, de rentrer dedans, de sortir, de s'appuyer, de se maintenir. Ils peuvent mettre des petits objets dessus, faire passer dans les trous, rouler à l'intérieur. Donc, en fait, c'est une manière assez ludique de développer toute la motricité parce qu'en fait, l'enfant va jouer en se cachant dedans, en mettant des objets et il va même pas se rendre compte qu'en fait, il est en train de mobiliser toutes ses capacités. Donc, les petits labyrinthes, c'est super. C'est un peu onéreux, hein, tout le matériel Piclair. Bien sûr, si vous avez des tunnels, c'est aussi très bien. C'est juste que c'est pas stable et du coup, les enfants ne peuvent pas se hisser. Et ça, c'est l'avantage du labyrinthe, c'est que l'enfant peut vraiment se hisser dessus. Le triangle Piclair, donc ça, c'est un des matériels Loxy le plus connu. Bah, l'enfant, il se hisse, hein, grâce à bah, des petits barreaux, comme une échelle. Donc, c'est bien ça pour les bébés bah, vers 6-7 mois qui veulent commencer à se hisser. Bien sûr, ils ne vont pas utiliser le triangle en montant dessus et on ne met pas le bébé sur le triangle, hein. C'est juste s'ils veulent attraper la barre pour commencer à se hisser et tester leur petite force. Et après, c'est vraiment un outil qui est progressif. Donc, l'enfant va monter, grimper d'abord d'un côté, puis après, il va aller tout en haut du sommet et puis il va apprendre à redescendre, à enjamber et à redescendre de l'autre côté. Il y a les estrades, donc souvent en structure, on a des modules de motricité en mousse. Là, les estrades, c'est en bois. Donc les estrades, il y a un petit plan incliné et un petit bloc vertical. Donc ces estrades, ça permet aux enfants d'apprendre à descendre et à monter, donc d'acquérir un bon équilibre. Et puis une fois qu'ils sont sur la plateforme, c'est très bien parce qu'ils peuvent s'arrêter et observer. Et en fait, ils ont une hauteur supérieure parce que là, c'est d'eux-mêmes qui vont avoir cette hauteur. Parce que souvent, on les prend dans les bras, on les met sur une chaise haute, et c'est pas eux qui ont atteint cette hauteur. Alors que là, c'est la première fois qu'un bébé, par lui-même, va changer de hauteur et ne plus être au sol. Donc vraiment, il pose un petit temps d'arrêt, et là, il regarde. Ah, tu vois, tu es haut, tu vois différemment. Enfin voilà, de nommer vraiment quand vous voyez que l'enfant a réussi à monter sur une estrade la première fois. Il y a tout ce qui va être aussi les petits chariots à roulettes. Donc ça, c'est pour alors, c'est important que les chariots soient stables. Il y en a qui ne sont pas vraiment super adaptés, qui soient lourds. Nous, n'hésitez pas à mettre des objets dedans pour vraiment que le chariot soit stable. Donc ça permet à l'enfant d'acquérir bah, une position qui est verticale et il va pouvoir se mettre debout. Les rampes. Donc les rampes, c'est vraiment comme un peu des toboggans qu'on va pouvoir accrocher au triangle Piclair. Donc ça apprend aux enfants à monter, à descendre avec prudence, comme un toboggan. Il y a une super vidéo, je ne voulais pas passer parce que je ne voulais pas vous passer 10 vidéos de petits jumeaux, ils doivent avoir 10-11 mois, ils sont en train d'utiliser la rampe. Vous tapez sur YouTube triangle de Piclair.
Et vous allez les voir, ils descendent, mais ils se stoppent avec leurs mains et en fait, ils n'arrêtent pas. Ils font le tour et ils remontent. Et en fait, on voit que cette rampe, c'est vraiment un outil hyper intéressant. Et je vous ai présenté aussi les planches d'équilibre. Alors, ce ne sont pas du matériel Piclair, mais je l'ai mis avec. Les planches d'équilibre, on en voit de partout. Ça travaille l'équilibre, hein, comme son nom l'indique. Ça peut développer aussi la créativité. Donc ça, c'est plus pour les plus grands, mais vous pouvez aussi proposer aux plus petits, faire un pont, là comme il est sur la photo, un petit toboggan, se balancer, faire bateau sur l'eau, un petit siège pour les plus grands pour lire. Donc voilà, cette planche se transforme en fonction du besoin et de l'envie de l'enfant. Et ensuite, pour finir, on va parler de la posture de l'adulte. Donc l'adulte, il n'intervient pas. Cela ne veut pas dire que l'adulte il est absent pendant l'exploration et la motricité libre de l'enfant. Au contraire, l'adulte, il est présent et il va encourager par la parole et par le regard l'enfant. Il soutient l'exploration, il est attentif et il reste prêt à intervenir et disponible. Et en fait, il envoie un message à l'enfant. Je te fais confiance. Et c'est ça que l'enfant a besoin quand il est en train d'explorer. Donc, c'est très important aussi d'offrir aux enfants la possibilité de choisir librement leur activité, de leur proposer du matériel, mais ne pas être dans l'activisme. Si vous voulez vraiment être dans une posture comme le proposait Amy Piclair, c'est vraiment je propose et je t'observe, mais je suis très disponible pendant les soins. Et à l'inverse, pendant les activités, je suis en posture d'observateur. Donc, je ne t'interromps pas et je ne te dirige pas, je te laisse faire à ton rythme. Donc, être présent, mais discret, et observer et accompagner les enfants avec respect. Donc ça, c'est vraiment aussi les mots-clés de respecter le rythme de chacun, ne pas presser l'enfant. Une citation d'Amy Piclair, l'enfant qui obtient quelque chose par ses propres moyens acquiert des connaissances d'une autre nature que celui qui reçoit la solution toute faite. Évidemment, quand on a appris par nous-mêmes, eh bien, on ressent de la satisfaction, de l'estime de soi et on n'a qu'une envie, c'est recommencer. Alors que si c'est l'adulte qui nous a tenu les mains ou qu'on nous a obligés à le faire, on ne va pas avoir les mêmes connaissances. Et je vais finir par cette petite vidéo de Loxy où un petit garçon descend les escaliers. Tout en douceur, vous allez voir, avec un accompagnement. Il se passe ici une foule de petites choses qui peuvent paraître très simples, presque banales, mais qui n'ont en réalité rien de spontané, qui sont très réfléchies, très élaborées au contraire, qui renvoient à une approche complexe, à une pratique subtile, à toute une horlogerie pédagogique bien huilée dont il faut, pour comprendre ce que l'on voit, mettre à jour les rouages. Derrière Daniel, par exemple, ce petit garçon qui s'apprête à rejoindre les autres, il y a des adultes qui ont collectivement compris et adopté un principe facile à énoncer mais difficile à respecter. Ne jamais accepter que la logique du collectif et les contraintes qu'il impose prennent le pas sur les besoins particuliers de chaque individu. Des adultes pour qui il est hors de question, sous prétexte que l'on a un groupe à gérer, de presser le mouvement. Pour faire vite, de faire à la place de l'enfant. Et il a créé sa petite technique où il tourne. Tellement joli. On dirait une chorégraphie. Et vous voyez l'éducatrice qui attend vraiment avec patience. Reste disponible pour le petit.
Là, on voit qu'il a pris confiance. Il est un peu plus vite. Un petit déséquilibre. Et elle le laisse faire. Il se retourne quand même pour montrer ce qu'il vient de faire. Et là, on voit que ça nourrit son estime de lui. Et c'est parti. Et voilà. Et bien voilà, j'ai terminé mon intervention. J'espère que ça vous a plu et convaincu.